Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le troisième épisode des 5 faits surprenants et insolites en histoire-géographie. Je vous rappelle l'objectif de cette série, vous présenter des faits méconnus et étonnants en histoire, en géographie ou en géopolitique pour que vous puissiez briller en société. Les 2 derniers épisodes vous ont beaucoup plu et j'espère que ce sera le cas pour ce troisième épisode. Trêve de blabla, c'est parti! Pour ce premier fait, commençons par l'accident industriel le plus dramatique de l'histoire. Vous souvenez-vous de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2003? Ça a marqué les esprits et ça a surtout tué 31 personnes. C'est un événement dramatique, mais à côté de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est presque rien. C'était pendant la nuit du 3 décembre 1984, dans la ville de Bhopal, au centre de l'Inde, capitale du Madhya Pradesh et comptant aujourd'hui près de 1,8 million d'habitants. On trouvait dans cette ville une usine de pesticides américaine appartenant à la firme Union Carbide. Cette usine est importante puisqu'à l'époque, l'Inde veut devenir autonome en nourriture et il y a alors la période de la révolution verte, c'est-à-dire le financement des agriculteurs pour permettre une grande production. Donc, il y a besoin de pesticides, surtout en particulier le sevin. Sauf que lorsqu'on forme du sevin, ça crée de l'isocyanate de méthyle, aussi appelé le MIC en anglais. Et ça, c'est giga dangereux. C'est stocké dans d'immenses cuves et il faut surtout pas qu'il y ait un contact avec un autre liquide. Sauf que Union Carbide perd beaucoup d'argent en Inde et ils peuvent pas fermer car le gouvernement indien leur met la pression pour ne pas effrayer les autres investisseurs. Donc, avec des coupes budgétaires, l'usine licencie des ingénieurs qualifiés et tout le système de sécurité est stoppé net car jugé comme inutile. Très grosse erreur. Dans la nuit du 3 décembre, un ouvrier nettoie un tuyau relié à une cuve contenant près de 42 tonnes de mic. Sauf qu'une vanne était mal fermée, pendant 3 heures de l'eau a coulé dans la cuve et ça a pété, libérant des quantité hallucinante de gaz toxiques. Sauf que c'est dur à enrayer sans système de sécurité. Et de plus, aucun système était prévu pour prévenir les milliers d'habitants vivant autour de l'usine dans des bidonvilles. C'est donc la panique et le chaos le plus total. Le gaz attaque les yeux et les poumons causant des insuffisances respiratoires. Au total, selon les autorités, il y aurait eu près de 6500 victimes et 260 000 blessés. Mais selon les associations de victimes, on tablerait plus sur 25 000 morts et 570 000 personnes affectées par les gaz à divers niveaux. Sans compter que 35 ans après, les déchets de l'usine sont toujours enfouis et non traités, polluant les nappes phréatiques dans lesquelles les habitants des bidonvilles pompent leur eau. Le plus dramatique, c'est qu'à Bhopal, aujourd'hui, les malformations sont 7 fois plus nombreuses que dans le reste de l'Inde. La mortalité infantile a augmenté de 300% depuis l'accident et il y a des taux de mercure jusqu'à 6 millions de fois supérieurs à la norme. Et forcément, du côté de Union Carbide, le PDG ne fut jamais condamné et ils ont dû payer une indemnité à hauteur de 470 millions de dollars, ce qui fait beaucoup, mais les victimes ont reçu en moyenne 500 $. Une histoire bien triste et qui a à jamais marqué la vie des habitants, vu qu'encore aujourd'hui, 30 personnes meurent tous les mois à cause d'une catastrophe datant d'il y a 35 ans. Pour cette deuxième anecdote, on va parler de la guerre froide, une période que tout le monde connaît. Mais attends, cette série, c'est pas sur des faits insolites en fait? Si, t'inquiète bien sûr, attends de voir un peu la suite. La guerre froide, c'est la course à l'armement et la course à l'arme atomique. La bombe A est obtenue par les USA pendant la Seconde Guerre mondiale, vu qu'ils ont bombardé 2 fois les Japonais. Alors, quand les tensions apparaissent avec l'URSS, ces derniers ont déjà un TGV de retard et se retrouvent un peu dans la sauce car tout est question de prestige à cette époque pour avoir le plus d'alliés. Sauf que les soviets vont avoir la bombe A dès 1949 avec beaucoup d'avance sur les estimations des scientifiques américains et ils réussirent à rattraper leur retard grâce à l'espionnage. Et là, c'est pas Hitman ou Splinter Cell, mais la vraie vie. Les Russes ont très vite eu des espions aux États-Unis, surtout dans les programmes nucléaires. Mais une affaire fit grand bruit et laisse planer le doute. Toujours aujourd'hui, c'est celle des époux Rosenberg. Ethel et Julius Rosenberg sont 2 communistes arrêtés en 1950 pour espionnage du programme nucléaire américain. Ils sont dénoncés par un autre espion communiste, David Greenglass, qui, pour sauver sa peau, les balança, sauf que Ethel était sa propre
sœurs, donc le mec a vraiment zéro race. Et bon, on pourrait s'arrêter là, un petit séjour à l'ombre et on n'en parle plus, sauf que les époux Rosenberg sont arrêtés au mauvais moment, car c'est le début du McCarthyisme, la gigantesque chasse aux sorcières dirigée par les Américains envers toutes les personnes apparentées de près ou de loin à la gauche. Et de plus, ils ne donneront aucun nom d'autres espions. Donc, bon, pour l'exemple, il faut frapper fort. C'est pour ça que lors d'un procès pipé, la justice condamne les deux Rosenberg à la peine de mort. Ils seront exécutés le 19 juin 1953 sur la chaise électrique. Et là où c'est fumeux, c'est que c'est l'unique condamnation d'espions à mort depuis 1945. Et pour l'opinion internationale, ils sont pas vraiment coupables en fait. Et aujourd'hui encore, le doute plane. Sauf que selon toute vraisemblance, Julius était vraiment membre d'un réseau d'espions. Mais son impact sur la découverte par les Russes de la bombe A est minime. Selon un dignitaire russe, les Rosenberg auraient été des agents de liaison sans importance. Sa femme n'était même pas une espionne en tant que telle. Bref, c'est une histoire d'espionnage très importante. Aujourd'hui encore, le débat est ouvert sur l'implication des Rosenberg dans la découverte de la bombe A par les Russes, surtout vu les derniers écrits de Ethel Rosenberg quelques heures avant son exécution. Mon mari et moi sommes innocents. Nous ne pouvions trahir notre conscience. Aucune puissance ne nous séparera dans la vie ou dans la mort. Je ne vous demande qu'une chose, consolez mes petits. Pour ce troisième fait, on revient en France pour parler d'une autre période très connue de tous, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a connu l'apparition des tanks, des gaz de combat, mais aussi de l'aviation. Et c'est à ce sujet qu'on se retrouve dans la jolie petite bourgade de Jonchery-sur-Vesle, dans la Marne, à l'ouest de Reims. Un village comptant aujourd'hui près de 1860 habitants. Mais quel est le rapport entre l'aviation et un village marnais? Eh bien parce que c'est au-dessus de ce village qu'a eu lieu le 5 octobre 1914 le premier combat aérien avec avion abattu de l'histoire de l'aviation militaire. Oui, c'est assez long comme dénomination. Ce combat opposait un avion français de type Voisin 3, composé de Joseph Franz, le pilote, et Louis Queneau, le mécanicien, contre un avion allemand aviatique piloté par Wilhelm Schlierting avec Fritz von Zangen comme observateur. Bon, le combat était pas 100% égal, vu que Joseph et Louis avaient installé manuellement une mitrailleuse sur l'avion, sans demander à leur supérieur, alors que l'avion allemand avait une pauvre carabine vu que c'était juste un avion d'observation. En revenant d'une mission de bombardement, les deux Français tombent sur l'avion allemand et décident de l'attaquer. Sauf que pour vous, une mitrailleuse, ça bombarde un grand nombre de balles, ça vous rappelle Rocky, c'est génial, mais pas en 1914, puisque ça s'enrayait facilement, donc il fallait tirer au coup par coup, assez proche de l'avion allemand pour le toucher. Après 15 minutes de course-poursuite et 47 balles tirées, l'avion allemand se cabre, prend feu et pique vers le sol, s'écrasant derrière les lignes françaises et tuant ses deux occupants. Et de nos jours, vous pouvez voir un mémorial de l'événement à Muison, c'est juste à côté de Jonchery, et pour fêter les 100 ans du combat, une plaque commémorative fut posée à Jonchery en présence des descendants de Joseph Franz. Un bien bel hommage pour un événement qui marquera l'histoire de l'aviation militaire moderne. La quatrième anecdote est très méconnue en France, mais pourtant très connue à La Réunion. C'est l'histoire des enfants de la Creuse. Remettons-nous dans le contexte. Dans les années 1960, La Réunion était déjà un département français, mais ce dernier avait deux gros problèmes. Sa pauvreté, ainsi que l'explosion de sa démographie. Donc, faut trouver une solution. Et celui qui trouva une issue, c'est Michel Debré, ancien premier ministre de De Gaulle, donc c'est pas n'importe qui, et il est élu député de La Réunion en 1963. C'est à ce moment qu'il lance son projet. Le but est d'envoyer des enfants réunionnais, orphelins ou non, en métropole, dans un vol sans retour pour repeupler les 5 départements français qui sont en crise démographique. Le Tarn, le Gers, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, ainsi que la Creuse, d'où le nom de l'opération. Sauf que l'opération se passe pas comme prévu. De 1963 à 1982, l'État français a envoyé 2150 enfants en métropole, en faisant croire à leurs familles que c'est pour assurer leur avenir. Sauf que dans de très rares cas, les enfants sont bien accueillis dans des familles aimantes, mais le plus souvent, les enfants sont battus, utilisés comme main-d'œuvre gratuite dans les fermes, ou encore insultés parce qu'ils sont les seuls étrangers à l'école. Enfin bref,
c'est pas la vie de rêve qu'on vendait aux parents. Beaucoup de ces enfants sont envoyés en hôpital psychiatrique ou même mettent fin à leur jour. Cette situation dramatique se termine en 1982 sans crier garde et revient sur le devant de la scène dans les années 2000. Les associations de victimes veulent une justice dans cette histoire, se sentant déportées par l'État et volées à leur famille, et c'est que en 2014 que l'État reconnaîtra sa responsabilité morale envers les 2150 enfants envoyés en métropole, sans pour autant les dédommager. Car attention, pire phrase possible, ça va, c'était il y a longtemps, il y a prescription. Aujourd'hui, grâce aux associations de victimes, il y a au moins des monuments et des sculptures rendant hommage à ces milliers d'enfants dont on a volé l'enfance. Pour ce dernier fait, on reste en France, sauf qu'on va dans le Jura cette fois-ci. Si jamais vous avez vu le dernier épisode de 5 faits insolites, on a parlé de la CONIFA, le tournoi de foot inter-pays indépendantiste. Je vous parle de ça puisqu'on va parler d'une région indépendantiste française cette fois-ci, la République du Saugeais. Cette micronation de 128 km², soit 2 fois plus que Saint-Marin, est composée de 11 communes du Doubs en Franche-Comté, dont les deux plus importantes sont Montbenoît, la capitale, et Gilet, le plus grand bourg, avec ses 1650 habitants. Et oui, cette micronation ne possède que 5000 habitants, donc pour se rebeller contre l'État français, c'est pas optimal, mais de toute façon ils ne veulent pas se battre, mais juste faire parler de leur région. Cette nation existe grosso modo depuis le 11e siècle, mais avait un peu disparu des radars jusqu'en 1947. Alors que le préfet du Doubs se rend à Montbenoît, il déjeune à l'hôtel de l'abbaye, dont le patron est un certain Georges Pourchet. Sur le ton de la rigolade, ce dernier demande au préfet s'il a un laissez-passer pour se rendre au Saugeais. Le préfet répond alors que ça ressemble à une république et qu'il faudrait qu'il y ait un président pour cette république, et il décida d'élire Monsieur Pourchet comme président du Saugeais. Le folklore autour de la république renaît donc grâce à cette blague, et aussi avec l'aide du curé de la commune, sauf que le président Pourchet meurt en 1968, laissant son poste vacant pendant 4 ans. Mais comme le Saugeais est une république héréditaire, c'est sa femme, Gabrielle Pourchet, qui devient présidente jusqu'à sa mort en 2005. Et depuis 2006, la présidente, c'est Georgette Bertin-Pourchet. La république compte son hymne, sa langue appelée le Saugeais qui est quasiment disparu, son passeport, sa monnaie, ses propres timbres, ses douaniers, etc. etc. Elle diffusait une émission de télé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté du nom de La Vidéo. C'est drôle parce qu'en fait c'est une vidéo qu'on est en train de regarder et là c'est La Vidéo. Enfin bref, entre 1989 et 1995, et la République organise de nombreux événements pour faire vivre la petite République. Bref, la République du Saugeais fut déclarée pour rendre cette région attractive, et on peut dire que c'est réussi, puisque je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ces 5 faits surprenants en histoire-géographie. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est la récompense pour le travail fourni et pour les recherches. Vous pouvez également écrire un petit commentaire et la partager sur les réseaux sociaux. Regardez la description pour avoir le lien du Discord et de mon Twitter pour venir me suivre. On se retrouve la prochaine fois dans la Géozone. Ciao! Break it down.